propose aujourd'hui de parler des études de marché transfrontalières. À l'agenda, nous allons comprendre ce qu'est la recherche transfrontalière, analyser des outils comme la recherche documentaire, l'étude de terrain et les spécificités entrepreneuriales transfrontalières. Il ne s'agit pas de présenter une théorie sur les études, mais de comprendre en pratique comment on peut réaliser ces études sur des marchés qui, a priori, on ne connaît pas. Pour commencer cette analyse, il est important de se poser une question. Une étude de marché demeure un préalable à l'investissement. Et donc, avant d'investir sur un nouveau territoire, il convient d'identifier le potentiel pays, le contexte local, aussi bien politique, économique, social, culturel, les besoins des consommateurs de ce marché, les motivations et leurs blocages, qui peuvent être d'ailleurs de nature culturelle, institutionnelle, sociaux, économique. Quels outils peut-on utiliser? On peut utiliser la matrice SWOT bien connue, on peut utiliser aussi une série de services à l'exportation que l'on trouve par exemple en Wallonie, l'Agence Wallonne pour l'exportation sur le site awex.be, ou le site français businessfrance.fr, ou le site néerlandophone flandersinvestmentandtrade.com. Ces trois services donnent des informations très intéressantes sur les pays dans lesquels on veut investir. C'est souvent intéressant d'ailleurs de croiser les données de ces trois services. Avant donc de réaliser cette étude de marché, il convient de réaliser un diagnostic export, c'est-à-dire évaluer la situation financière. Est-ce que l'entreprise est capable d'exporter? Se poser ensuite la question, l'investissement est-il rentable? Et donc, quel est le business model qui est envisagé pour aller exporter sur ce pays? Est-ce que l'entreprise dispose des investissements nécessaires en termes d'état de trésorerie? Quelles sont ses perspectives financières? Quelles sont ses capacités de production? Évidemment, le mieux, c'est d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et donc, il est conseillé de ne pas vendre à l'exportation sans avoir visité la région concernée. Pour ce faire, la matrice SWOT, qui mesure les forces, faiblesses, les opportunités et les menaces, sera d'une grande utilité. Reste à réfléchir sur le sens qu'on veut donner à une recherche transfrontalière. Alors, la recherche transfrontalière, elle va chercher à développer le potentiel de développement d'un pays, donc il sera important de le mesurer. Elle va servir à cibler dans le nouveau pays les consommateurs intéressés ou potentiellement intéressés par un marché. Elle va servir à mesurer la situation économique et politique locale, vérifier les coutumes, voir si celles-ci peuvent s'adapter aux produits existants ou s'il convient de modifier complètement l'offre, et va servir aussi à comprendre les langues parlées et les expressions utilisées. Ainsi est-il bon de rappeler que même en français, certains mots n'ont pas le même sens. Une liqueur au Canada est une limonade, tandis que dans la partie francophone européenne, une liqueur est plutôt un alcool fort. Il est aussi important de mesurer les spécificités légales qui vont influencer la formulation du produit et ses canaux de distribution. Pour ce faire, on peut utiliser deux méthodes. La première, c'est la recherche documentaire. On va se baser sur une série de documents, on va discuter avec des spécialistes, ou alors de réaliser une étude de terrain. Je vous propose maintenant de regarder ces deux. La recherche documentaire sert, comme son nom le dit, à récolter les éléments indispensables sur base de documents. On va chercher à comprendre si le pays envisagé a un potentiel de développement réel par rapport aux produits que l'on propose, quelle est la concurrence, comment s'est-elle installée, quelles sont les habitudes et les modes de consommation, comment l'entreprise peut-elle se démarquer par son produit, par son service de ses concurrents. Elle va aussi servir, ce qui est non négligeable, à préparer la future étude de terrain
qui est vivement conseillé. Que va-t-on utiliser comme outil? Deux outils importants, la grille Pestel et la matrice SWOT. La grille Pestel ou PEST comprend à la fois une analyse de l'environnement politique et législatif, l'environnement économique, l'environnement social et socioculturel, l'environnement technologique et enfin l'environnement écologique et le cadre de vie. La grille PEST ou PESTEL permet de mesurer différents éléments importants. Elle va mesurer au niveau politique et législatif les réglementations politiques, les stratégies publiques en matière de formation, de taxation, de développement des activités économiques, de protection des entreprises. Elle va aussi mesurer l'environnement économique. Ça sera important de connaître l'environnement économique du pays dans lequel vous allez proposer votre produit et service, les cycles économiques, les niveaux de revenus disponibles, le taux d'intérêt, le niveau d'endettement et d'autres choses. Au niveau environnement social et socioculturel, l'évolution démographique de la population, la structure d'âge, les croyances, les facteurs culturels et religieux, tout ça peut être important, la connaissance des changements sociaux qui peuvent influencer les décisions d'achat. L'environnement technologique, ça ne sert à rien d'aller dans un pays si on ne sait pas ce que les personnes sont capables d'utiliser ou pas. La technologie supprime les barrières géographiques, elle modifie la façon dont les clients vont traiter avec votre entreprise, mais encore faut-il que ceux-ci puissent utiliser la technologie que vous développez. Et enfin, l'environnement écologique, le cadre de vie est important, que ce soit comprendre la pénurie de matières premières, le coût de l'énergie, tout ça peut influencer les préoccupations écologiques et développer une image par l'entreprise qui satisfait les besoins des clients est essentiel. Je vous invite à prendre connaissance de cette grille. De même, on peut se poser, toujours pour la grille PEST ou PESTEL, une série de questions. Ces questions vous sont soumises maintenant. Quoi qu'il en soit, et quelles que soient les thématiques, l'objectif d'utiliser une grille telle que celle-ci au moment où vous lancez votre étude transfrontalière, c'est de pouvoir répondre aux attentes des différents consommateurs. Pour ce faire, l'on peut utiliser différentes sources d'intelligence marketing. Alors en général, on peut avoir deux sources importantes. On va utiliser les statistiques internes à l'entreprise. Malheureusement, souvent, quand on veut aller chercher de l'information sur un pays, on ne dispose pas de cette information. Le système d'information marketing à l'exportation est souvent vide d'informations quand il s'agit d'exporter pour la première fois, ou alors on va s'adresser aux statistiques externes. Il y a des organismes officiels, semi-officiels et privés. On peut analyser la littérature, interroger des experts, des bases de données ou des sociétés d'études. Trois outils peuvent être très intéressants. D'un côté, les statistiques officielles. On va retrouver en Belgique Statistiques Belgique, donc statbel.fgov.be. En France, l'INSEE.fr et une société qui publie énormément d'études sur les comportements de consommateurs, mvconsult.be. Ces informations sont accessibles gratuitement aux personnes intéressées. Regardons par exemple une des statistiques disponibles en Belgique sur le budget des ménages. On voit une évolution qui a commencé en 1968, 78, 1978 jusqu'à aujourd'hui. Que voit-on? C'est que cette évolution permet de comprendre à quoi les ménages affectent-ils leurs ressources. Ainsi, on va voir que c'est principalement aux dépenses liées à l'habitation principale ou secondaire. Si l'on voit en jaune l'évolution de la consommation alimentaire, celle-ci a tendance à diminuer par rapport aux revenus disponibles. Elle constitue en 1978 22% des revenus disponibles. Aujourd'hui, elle ne constitue plus que 16%. Attention cependant que le revenu a bien sûr augmenté entre ces deux périodes. En France, l'information est identique. Et comme mentionné tout au-dessus, vous avez l'adresse, trouvez cette information sur le site de l'INSEE. Même chose, la dépense principale, c'est ce qui est consacré au logement, et l'on voit que tout comme en Belgique, la consommation alimentaire a diminué
entre 1970 et 2014. Ces recherches documentaires sont utiles, mais avant de sélectionner une information, il convient de réfléchir. Il y a 5 questions qui permettent de valider l'information. Première question, les données disponibles que vous avez trouvées rencontrent-elles vos besoins? Existe-t-il ensuite un biais dû à l'environnement de l'étude? N'oubliez pas que la consommation de certains produits est différente en Belgique et en France. Un des exemples, la consommation et la vente de tabac ne se fait pas de la même manière en France et en Belgique. Le plan de recherche, la façon dont l'étude a été menée, était-il techniquement adéquat? La recherche a-t-elle été conduite correctement? Les résultats sont-ils correctement rapportés? Si vous répondez par l'affirmative à ces 5 questions, n'hésitez pas à utiliser les informations trouvées. Si on ne fait pas d'études documentaire ou si on veut la compléter, on peut utiliser ce qu'on appelle l'étude de terrain. L'étude de terrain est très utile. Pourquoi? Parce qu'elle permet de mieux connaître sa cible. C'est une étude spécifique qui rencontre vos besoins. Le but est de récolter un maximum d'informations sur un nouveau marché et donc d'identifier ce qu'on appelle le buyer persona, c'est-à-dire la personne, le profil de consommation, le profil du consommateur. Pour ce faire, on peut utiliser bien sûr la recherche documentaire avec des études spécifiques existantes ou des méthodes comme l'observation, les panels, les enquêtes quantitatives, mais il est bon à savoir, la plupart du temps, on va raisonner en établissant un mix de ces différents outils, on va les combiner. L'observation est une constatation objective de faits de comportement dans une situation donnée et leur enregistrement. Il existe plusieurs techniques pour le faire. Bien sûr, on peut très bien s'installer à un endroit précis pour compter, par exemple à la sortie d'un centre commercial, le nombre de consommateurs ou le nombre de personnes qui sortent d'un magasin spécialisé pour avoir une idée du potentiel existant. Mais en dehors de ça, on peut faire appel à des audits, des relevés magasins, des achats, etc. Voir ce que les gens achètent. On peut même faire des relevés poubelles où on va aller au domicile des gens, regarder les types de déchets qu'ils utilisent. On peut aussi utiliser des méthodes beaucoup plus efficaces et beaucoup plus technologiques comme l'audimétrie, c'est-à-dire une boîte qu'on place sur la télévision pour mesurer les habitudes télévisuelles. On peut se faire passer pour un acheteur mystère, ce qu'on appelle le mystery shopping, ou utiliser les scanners. Mais on utilise aujourd'hui de plus en plus les méthodes liées à l'anthropologie numérique, la netnographie, l'écoute sociale, l'observation participante ou le big data. Une des manières de procéder serait notamment de lire les commentaires qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Attention, cela nécessite de posséder une infrastructure précise pour collecter ces différentes informations. Le panel est une méthode particulière. C'est un jury permanent composé d'un échantillon fixe, caractérisé, connu et répété de personnes. Alors, il faut savoir que c'est une mesure longitudinale. Le but, c'est de mesurer à fréquence répétée, par exemple tous les mois, tous les 3 mois, les comportements des consommateurs. Un panel conso va mesurer les comportements d'achat, les intentions et les opinions. Mais il existe aussi d'autres types de panels, comme les panels de détaillants. Là, l'objectif est de suivre les ventes de produits au point de vente. La société Glycine est spécialisée dans ce genre de choses et ce sont de nombreux chiffres qui sont mis à disposition des acheteurs du panel. Alors, parmi les différents panels, notons aussi les panels professionnels qui mesurent les comportements et les opinions d'une profession, par exemple des médecins, des pharmaciens, etc. Parmi les principaux panels, on peut citer les panels Nielsen, GfK et Ipsos. L'étude quantitative est un recueil d'informations par interaction entre un enquêteur et un interviewé. Cet interviewé répond aux questions, et notamment la question combien et comment. Pour ce faire, on va utiliser un questionnaire, que ce soit
par téléphone, en face à face, par Internet ou par correspondance. Attention que ces méthodes ne sont pas toujours les plus idéales. Vous ne pouvez pas faire une enquête par Internet sur la thématique d'Internet. Évidemment, ne répondraient que les utilisateurs d'Internet. Mais vous pouvez faire appel à différents types d'études. Première étude, c'est l'étude syndiquée. C'est une étude qui est lancée par une société d'études et qui propose à toute une série de personnes de souscrire, d'entreprises de souscrire. Par exemple, une étude sur les vacances, on aura les émetteurs de cartes de crédit, on aura les tours opérateurs, on aura les assureurs qui peuvent être intéressés. Chacun souscrit à un volet de l'étude et reçoit l'information pour ce volet. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, poser des questions exclusivement à votre disposition, mais évidemment, vous payez un peu plus cher. Ensuite, on a l'étude omnibus, c'est un peu différent. Tous les mois, des personnes sont intéressées, sont interrogées par une société d'études et vous décidez de poser une question un mois précis. Vous ne payez que pour la question posée et vous êtes le seul à disposer de ces résultats. Enfin, vous avez le top du top, l'étude sur mesure, l'étude ad hoc pour vous. C'est-à-dire cette étude est faite rien que pour vous et vous serez les seuls à disposer des résultats. Évidemment, si c'est du sur-mesure, c'est toujours plus cher. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que ces études quantitatives permettent d'obtenir des résultats chiffrés, savoir combien de personnes vont acheter ou pas le produit. Une étude qualitative ne permet jamais de tenir compte de cette information. Pour être efficace, votre étude de marché doit pouvoir partir de la formulation de votre problème marketing jusqu'aux informations à collecter. Imaginons un problème marketing, une société belge, ABC Belgium, souhaite exporter sa technologie grand public dans les Hauts-de-France. Les questions de recherche vont être: quel est le degré de familiarisation du public? Comment la technologie dans ce domaine va-t-elle évoluer? Et donc, la société émettra un certain nombre d'hypothèses. Existe-t-il un potentiel d'utilisateur suffisant qui ne soit pas freiné par la nouveauté du concept? Le passage à une technologie plus moderne est-il obligatoire? De ce fait-là, il faudra collecter l'information concernant le nombre de consommateurs qui utilisent la technologie et l'attitude des concurrents, des banques et des nouveaux entrants. Imaginons à présent un éleveur de volailles propose des races d'ornement qui souhaitent exporter ces volailles en Belgique. La question du potentiel de marché sera importante, le prix de vente aussi. De ce fait-là, il devra vérifier si les consommateurs sont intéressés par des volailles d'ornement et donc mesurer la notoriété de ces volailles, la perception des consommateurs et l'intérêt pour le produit. Il devra aussi mesurer quel est le niveau de prix acceptable pour le consommateur et donc déterminer les prix psychologiques. Alors, la première chose à se poser, c'est une étude transfrontalière doit valider d'abord l'intérêt du consommateur pour votre offre. Donc, il est important que vous alliez voir si les consommateurs, passés la frontière, sont susceptibles de répondre par l'affirmative. Deuxièmement, il est important de disposer d'une évaluation du marché potentiel. Si vous avez des informations sur combien vous allez vendre, c'est bien sûr l'idéal. Et vous allez devoir aussi fixer le prix de votre produit ou votre service. Enfin, il serait important de le comparer, votre produit ou votre service, par rapport à la concurrence. En fonction de ces différents objectifs, on utilisera différentes méthodologies. Le principe, c'est que vous devez établir la viabilité de votre projet d'exportation. Premier élément, testons un nouveau produit ou service. Alors pour ce faire, vous devez disposer d'une description neutre et précise de votre produit que vous allez soumettre au consommateur. Ça peut être soit sous forme symbolique, une image plus ou moins descriptive, accompagnée d'un texte. L'idéal, c'est bien sûr une description écrite. Une description verbale peut suffire, mais il sera important de vérifier qu'elle sera posée, qu'elle sera décrite de la même manière pour chaque consommateur interrogé. On va donc tester le projet auprès d'un échantillon de la cible, en général de 50 à 100 personnes. On peut même utiliser ce qu'on appelle un blind test, c'est-à-dire un test en aveugle où
là, on n'identifie pas la marque ou éventuellement identifier la marque. Évidemment, quand vous n'identifiez pas la marque, vous êtes beaucoup plus objectif dans la perception, surtout si votre marque n'est pas connue. Il existe plusieurs techniques d'études entrepreneuriales. On peut partir d'un test de concept, ce qui est a priori le plus simple, le moins précis, où là on va travailler avec une description orale ou écrite neutre du produit sous forme symbolique, d'une annonce publicitaire, jusqu'à un test de positionnement quand le produit est fini. Évidemment, plus on va avancer dans la spécificité, dans la description, plus on se rapproche du marché, plus l'étude sera efficace. Dans un test de concept, on ne peut mesurer que la compréhensibilité, la vraisemblance perçue, le niveau de besoin, l'intérêt éprouvé, la valeur perçue, la cible, la fréquence d'achat. C'est souvent une étude préalable ou une première étude pour voir l'intérêt d'un marché. Par contre, plus on va aller dans le développement du produit, plus on a intérêt à développer différentes choses. On peut faire un test de goût, un test de dégustation, on peut mesurer l'acceptabilité, on peut mesurer le packaging, le conditionnement, le test de nom. Dans ce cas-là, on a généralement besoin d'un prototype. L'idéal, bien sûr, c'est le test de positionnement quand le produit est fini. On pourra mesurer son identification, sa connaissance, sa perception, les attitudes et préférences des consommateurs, les intentions, l'achat et le rachat. Vous pouvez aussi positionner le produit par rapport à ses concurrents. Comment peut-on faire pour positionner ce produit? On va d'abord imaginer un certain nombre de critères. On va utiliser pour ça une méthode qu'on appelle le différentiel sémantique d'Osgood. Le principe est assez simple. On va positionner le nouveau concept, le nouveau produit par rapport à son ou ses concurrents et au produit idéal. Dans le cas du schéma que vous allez voir, le nouveau concept est en bleu, le produit idéal est en vert et le produit concurrent est en rouge. On voit tout de suite que le nouveau concept répond dans sa capacité d'être facile à préparer une bonne odeur. Par contre, il faut améliorer les caractéristiques de bon marché, d'efficacité ou de caractère équilibré. Comment peut-on formuler la question? La voici. Je vais vous citer à présent une série de phrases que des consommateurs nous ont dites concernant X qui est le produit. À chaque fois, je vais vous demander de me donner une cote de 1 à 5. 1 signifie ce n'est pas du tout le cas. 5, c'est tout à fait le cas. Si je vous dis en général le produit X, vous recitez le nom du produit, est facile à préparer, quelle cote donnez-vous? Ça vous permet d'avoir l'ensemble des indicateurs à mesurer. Bien sûr, il convient d'aller chercher ces indicateurs en fonction des caractéristiques du produit. Si maintenant vous êtes confronté à évaluer le marché potentiel, vous devez disposer d'un produit dans sa forme quasi définitive. Si vous partez d'un concept, par exemple un hamburger à la confiture et au poivre, la perception du produit risque d'être très différente selon les consommateurs, sans pour cela disposer d'une information pertinente. L'idée, c'est que vous devez mesurer comment le consommateur va réagir. Vous allez aussi mesurer le volume des ventes potentielles et pour ça, on peut utiliser la méthode des indicateurs synthétiques ou la recherche documentaire. Recherche documentaire notamment avec les sites cités précédemment comme StatBell ou l'INSEE qui possèdent dans l'enquête budget des ménages des informations précises sur la consommation de certains produits. Malheureusement, quand ces produits ne sont pas repris dans ces enquêtes, il faudra établir des indicateurs synthétiques. Comment procéder? Il s'agit d'abord de collecter des données via une enquête quantitative. On va rechercher le nombre d'interviewés, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont participé à l'enquête, qu'elles aient répondu ou non aux questions. On aura besoin du nombre de répondants qui ont déclaré avoir l'intention d'essayer le produit, par exemple sous forme d'une formulation: comptez-vous acheter ou essayer le produit? Oui, certainement, oui, peut-être, non. Il est intéressant de diviser la réponse en 3 et d'avoir un oui certainement. Pourquoi? Parce que l'on sait que la plupart des consommateurs ont tendance à répondre par l'affirmative à une question.
Et donc, si on met oui, non, le danger est que la plupart des gens répondent oui pour satisfaire les attentes supposées de l'intervieweur et pas nécessairement avoir obtenir des résultats réels. Alors, le nombre de répondants qui ont déclaré vouloir acheter régulièrement le produit est une information aussi importante. Les quantités achetées lors de chaque achat, qu'il faudra transformer en quantité annuelle. Par exemple, si on l'achète une fois par mois, ça revient à 12 fois par an. Si on l'achète tous les jours, 365 fois par an. Et la fréquence d'achat, c'est-à-dire le nombre d'achats annuels. Quand on a tout ça, on obtient les indicateurs synthétiques. Alors imaginons de travailler avec un exemple. On a un univers de 100 000 personnes. Ce sont les personnes sur lesquelles on veut vendre un produit, un territoire. Dans ce territoire, on sait que les personnes nous déclarent acheter 2 fois par an le produit et à chaque fois un exemplaire du produit. Les répondants qui ont l'intention d'essayer étaient 48 dans une enquête. On a interviewé 96 personnes, 96. Et les répondants qui ont l'intention d'acheter régulièrement sont de 24. On va déterminer le taux d'essai qui sera de 48 divisé par 96, soit 0,5. On va déterminer le taux d'achat répété, 24 divisé par 96, 0,25. Et ensuite, on va calculer l'adoption. C'est l'univers, donc le nombre de personnes potentiellement intéressées par le produit, fois le taux d'essai fois le taux d'achat répété, donc 100 000 fois 0,5 fois 0,25, ce qui fait 12 500 unités. À cela, on va le multiplier par la fréquence d'achat 2 fois par an, par la quantité achetée à chaque fois, une fois, et on obtiendra 25 000 unités. C'est l'indicateur synthétique du volume des ventes, une indication importante qu'il conviendra ensuite à traduire en chiffre d'affaires. Quand on est en présence de plusieurs concurrents, on va déterminer aussi ce qu'on appelle l'indicateur synthétique de la part de la marque, c'est-à-dire qu'il sera important de déterminer la part de la marque. Et on voit dans ce cas-ci, en dehors des indicateurs, on va aussi avoir ce qu'on appelle les quantités achetées à chaque fois, la fréquence d'achat, l'univers, et la part de la marque va influencer les résultats. Ici, on obtient 12 500 unités. Quand on a le volume des ventes, il est important de fixer le prix du nouveau produit et service. Alors, comment procéder? On va collecter les informations lors d'une enquête quantitative, ça peut être d'ailleurs la même que celle précédemment pour collecter les indicateurs synthétiques. On va traiter ces données en procédant à un lissage d'un chiffre d'affaires prévisionnel, ce qui permettra d'estimer le marché potentiel et le chiffre d'affaires prévisionnel en fonction du prix pratiqué. La méthode, c'est ce qu'on appelle les prix psychologiques. On utilise 2 questions. La question liée au prix minimum et celle liée au prix maximum. Au prix minimum, on posera la question « Au-dessous de quel prix auriez-vous peur que ce produit ne soit pas de bonne qualité ?» ou « En dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit ?» En prix maximum, à partir de quel prix pensez-vous que ce produit est trop cher? Et au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit? Quand on a obtenu tout ça, on peut obtenir les prix psychologiques, c'est-à-dire 2 droites, et on va mesurer la distance la plus importante entre ces 2 droites du prix minimum et du prix maximum. Pour ce faire, on va cumuler les fréquences des prix maximum et minimum, on va lisser pour éviter l'impact des prix ronds et on obtiendra le chiffre d'affaires prévisionnel. L'optimum correspond à la maximisation des ventes. Mais plutôt qu'un long discours, autant vaut-il mieux procéder par exemple. Alors voici ici un résultat d'une étude qui a été faite en dollars canadiens. Vous avez le prix de vente qui varie de 1 à 15 dollars. Et on a interrogé les personnes, on a obtenu le prix minimum, le prix maximum, en valeur absolue, en pourcentage. Ensuite, on a calculé les fréquences cumulées, la différence de ces fréquences cumulées lissées pour obtenir le marché potentiel. La première étape consiste à classer les prix de vente proposés par ordre croissant. Ensuite, on va poser la question à partir de quel prix pensez-vous que ce produit est trop cher et établir un classement ordonné, progressif, du prix
le plus bas jusqu'au prix le plus élevé avec le pourcentage de répondants, pour le prix maximum et pour le prix minimum. Ensuite, dans une seconde étape, on va déterminer à partir de quel prix pensez-vous que ce produit est trop cher et calculer le prix maximum cumulé et le prix minimum cumulé. Enfin, on va établir la différence entre le prix minimum cumulé et le prix maximum cumulé. Ici, on voit que cette différence maximale est de 40% et on va établir le chiffre d'affaires prévisionnel. Mais faites attention, ce chiffre d'affaires prévisionnel tient aussi compte du prix de vente. Ainsi, l'on voit que si la différence maximale est de 50% à 8 $ canadiens, le chiffre d'affaires maximal sera de 4 millions de dollars à 9 $, le prix unitaire de 9 $ canadiens. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand il y a une différence de prix de vente, cela influence le chiffre d'affaires total. Si l'on veut regarder le résultat, on voit tout de suite que la différence se situe à 9 $ canadiens. Enfin, après avoir établi la perception du produit, d'avoir établi le volume d'achat prévisionnel, d'avoir établi le prix du produit, il est important de comparer les qualités de ce produit par rapport à ses concurrents. Pour ce faire, on peut utiliser l'indice de Fishbein. Le principe est assez simple, c'est une méthode quantitative, on va établir un indice global. Cet indice global sera en fait une somme pondérée des différents critères en fonction de leur importance, critères affectés à chaque paramètre de la marque. Alors cet indice de Fishbein détermine les attributs pertinents à utiliser lors d'une étude qualitative par exemple, ou si vous avez déjà les attributs existants pour votre produit, vous allez tester l'importance des attributs et tester la présence des attributs pour chaque produit ou marque. Il est toujours bon à savoir que dans une langue et dans une culture, il convient de faire très attention à la traduction des critères que vous allez utiliser. Et même dans les différentes normes que vous allez utiliser, demandant une cote, par exemple, de très mauvais à excellent. En effet, le mot excellent n'a pas le même sens. En anglais, il est tout à fait possible d'atteindre ce niveau d'excellence. En français, c'est très rare. Et donc, on risque d'avoir des résultats différents simplement parce que le mot n'a pas la même portée symbolique dans une langue. Attention donc, et veillez à apporter une attention particulière à la traduction. En pratique, comment va-t-on faire? On va mesurer par la question suivante les attributs. Je vais vous citer une série de critères qui interviennent dans le choix d'un produit, citer la marque et le produit par exemple. À chaque fois, je vais vous demander de me donner une cote de 1 à 5. 1 signifie ce n'est pas du tout le cas, 5 signifie c'est tout à fait le cas. Ainsi, si je vous dis, vous citez l'attribut, le produit est bon marché, quelle cote de 1 à 5 lui attribuez-vous? Et vous faites ça pour l'ensemble des répondants. Vous allez faire la même chose pour l'importance. En déclarant ceci, ces critères n'ont sans doute pas la même importance à vos yeux. Je vais vous demander à présent de me donner une cote de 1 à 5. 1 signifie ce n'est pas du tout important, 5 signifie c'est tout à fait important. Ainsi, si je vous dis, vous citez l'attribut et le prix, quelle cote de 1 à 5 lui attribuez-vous? Vous mettez la cote. Ensuite, vous faites pour l'ensemble des répondants, ce qui vous permet d'obtenir un indice moyen pour l'ensemble des répondants. Que va-t-on faire de cet indice concernant les attributs et l'importance? Voyons ceci à la page suivante. Nous avons ici 3 marques en présence, la 1, la 2 et la 3, avec des critères qui sont le prix, la qualité et la variété, avec une importance différente pour chacun de ces critères. On demande aux répondants de classer, ils ont donné une cote de 5 pour le prix, 4 pour la qualité, 1 pour la variété. Ensuite, pour l'attribution du prix à la marque 1, son degré de présence, ils ont mis 8. Pour la marque 2, 5 et pour la marque 3, 7. Pour la qualité, pour la marque 1, 4, pour la marque 2, 8, pour la marque 3, 7. La variété, 2 pour la marque 1, 8 pour la marque 2, 4 pour la marque 3. Mais calculons alors l'indice de Fishbein. Pour la marque 1, nous allons prendre le degré de présence du prix, soit 8, que nous multiplié par l'importance. 8 fois 5. Puis nous allons prendre le degré de présence à qualité, 4,
qu'on va multiplier par l'importance pour la qualité, 4. 8 fois 5, plus 4 fois 4. Et on fait la même chose pour la variété, 2 fois 1, ce qui nous permet d'obtenir une cote globale de 58. On procède de la même manière pour la marque 2 et la marque 3. On obtient ainsi 65 pour la marque 2 et 67 pour la marque 3. Si vous êtes la marque 3, vous êtes la mieux citée, soyez heureux. Par contre, si vous êtes la marque 2, vous avez une appréciation beaucoup plus faible. L'astuce consiste donc à rechercher quels critères modifier pour obtenir une cote supérieure. Dans ce cas de la marque 2, si vous diminuez légèrement votre prix, votre niveau d'appréciation augmente par exemple de 1, passant de 5 à 6. Et oui, évidemment. Et la valeur de la marque 2 va passer à non plus 65, mais à 70, à 70. Pourquoi? Parce qu'en fait, en passant de 5 à 6, comme l'importance est de 5, vous augmentez directement, vous incrémentez votre gain de 5. Vous devenez ainsi la marque préférée des répondants. Un indice de Schwinben est très utile. Évidemment, la question que l'on se pose à ce moment, c'est faut-il faire ou faire ce type d'étude? Deux solutions sont possibles. Vous allez la réaliser en interne si vous avez les ressources pour collecter les informations, c'est-à-dire si vous avez l'expertise, si vous connaissez bien l'entreprise, si vous avez une garantie d'optimalisation des résultats et si vous connaissez bien votre marché, n'hésitez pas, allez-y en tant que tel. Mais attention, il risque quand même toujours d'avoir une distanciation des responsables internes et une moindre implication quant aux solutions, surtout si ce ne sont pas les personnes chargées de prospecter le marché. L'autre solution consiste à se tourner vers un organisme spécialisé. L'avantage, c'est qu'il a un objectif dans la réalisation de l'étude. L'étude sera anonyme, vous ne serez pas identifié comme le commanditaire, ce qui peut être intéressant pour ne pas éveiller les soupçons de la concurrence. Le délai disponible sera réellement plus rapide, la solution est souvent plus économique et la compétence est bien présente. Maintenant, il y a toujours un risque de sous-traitance et de ne pas tomber sur l'organisme le plus adapté. Un conseil, la plupart du temps, méfiez-vous des solutions clés sur porte très chères. Souvent, il vaut mieux réaliser une première étude pour se renseigner sur le marché, obtenir quelques chiffres documentaires, c'est une étude qui est relativement bon marché, avant de réaliser une étude de marché sérieuse qui, elle, peut faire monter les prix. Enfin, si vous avez décidé de sous-traiter, évaluez la proposition d'étude qui va vous être faite. Deux principes auxquels l'étude doit répondre. Est-ce que la proposition d'étude répond à votre demande? C'est-à-dire, est-ce qu'elle répond aux méthodologies qu'on utilise aujourd'hui, ce qu'on appelle l'état de l'art? Et est-ce qu'elle répond à votre demande, c'est-à-dire au briefing que vous avez fait? C'est la raison pour laquelle on conseille souvent en tant que demandeur d'études, de remplir une demande d'études, ce qu'on appelle en anglais une research request, c'est-à-dire un document qui va reprendre le pourquoi de cette étude, pourquoi maintenant, les informations dont vous disposez, les informations que vous souhaitez obtenir. L'avantage, c'est que en établissant un cahier de charges précis, vous obtiendrez des résultats précis. Enfin, il convient d'évaluer le sous-traitant. Comment peut-on l'évaluer? Vérifier que l'inventaire de l'information à recueillir soit bien précisé et corresponde bien sûr à votre briefing, et analyser l'organisation de l'étude et du cabinet conseil. Méfiez-vous des trop gros cabinets où vous n'aurez affaire qu'à un sous-fifre qui, lui, ne maîtrise pas nécessairement tout le processus d'étude. Il est important d'avoir affaire à des gens compétents de qualité et de pouvoir compter sur eux. Vous pouvez même faire appel, pourquoi pas, à des études réalisées par des écoles. Mais dans ce cas-là, vérifiez la qualité de l'étude qui vous est proposée, tout comme celle du sous-traitant. Enfin, vérifiez que les modalités pratiques d'enquête vous conviennent. Si vous devez tester un produit de bouche, un produit qui nécessite d'être
servi à une température précise, vérifier que les conditions de service soient bien remplies par exemple. Vérifier aussi que les équipes d'enquêteurs soient suffisantes pour tester un nombre suffisant de personnes en même temps. Enfin, vérifier l'expertise des personnes et l'utilisation aussi d'une référence déontologique. Il existe des codes, est-ce que ces gens respectent les codes ?